Disons que c'est pas. Oui. Donc, il me dit que l'enregistrement est en cours. Hein. Je fais rien avec ça. Non, c'est bon. Tu peux y aller. OK. Donc, voilà mon résumé que vous avez déjà vu. On passe. Alors, voilà une sorte de table des matières qui va vous donner une idée du côté zigzagant de l'exposé, qui est volontaire. Tu nous affoles, René. Non, vous inquiétez pas. Alors, déjà, ce qui est à droite de 18 à 23, c'est cet après-midi, d'accord? Ce qui est à gauche ici, de 1 à 17, c'est des petits points successifs. Je vais donc d'abord essayer d'expliquer d'où viennent les pseudogroupes en reprenant des éléments de l'histoire de la géométrie différentielle. Hein. Une petite discussion sur les termes, par exemple sur le mot voisinage, qui pose un vrai problème. Ensuite, je vais vous donner une première définition à l'ancienne des variétés. Et je le fais pour que vous compreniez le progrès qu'on va faire ensuite en donnant une des définitions en termes de pseudo-groupe, justement. Bon. Et puis, un élément qui est important, qui est une sorte d'endroit où apparaissent déjà les questions de pseudo-groupe, mais cachées en quelque sorte, c'est la notion de germe de groupe de Lie, qui est à peu près ce qu'a manipulé Lie. D'où une première notion de pseudo-groupe. Et puis, là, je fais une petite pause en illustrant déjà ce qui a été mis en place autour de la sphère, hein, notamment pour montrer que ce qu'on appelle les changements de carte ou changements de coordonnées ont en eux-mêmes, je dis bien, ont un sens géométrique. On verra. Alors, après, j'arrive à la première étape importante qui est la définition par Veblen et Whitehead de pseudo-groupe. Ça, c'est vraiment le premier repère incontestable, explicite sur la notion. Mais cette notion n'est pas exactement suffisante. Et justement, c'est cette notion que Ehresmann va perfectionner ensuite. Alors, je donnerai comme exemple la notion de variété et d'atlas complet. Et je reviens sur la notion de variété encore. Vous voyez, on va faire progresser la notion. Je pense que c'est un moyen de faire comprendre que la définition finale que tout le monde connaît et qui semble aller de soi, en fait, il n'allait pas du tout de soi de la formuler. Puis, je dirais ce que c'est que les pseudo-groupes de transformation. Alors, cette fois-ci, définition d'Ehresmann, qui est en quelque sorte précise et complète celle de Veblen-Whitehead. Ehresmann le dit d'ailleurs. Hein. Et à cet endroit-là, j'introduirai un outil technique qui sera très utile, surtout l'après-midi, mais déjà là, pour parler des choses, c'est le pseudo-produit des bijections. Si on a deux bijections d'un ensemble A vers un ensemble B et une autre d'un ensemble C vers un ensemble D, donc l'ensemble intermédiaire n'est pas le même, on peut quand même les composer. Comment? Et ça, c'est très important. On expliquera pourquoi. D'où la définition ensuite, je termine sur la définition des espèces de structures locales d'Ehresmann, telle qu'il l'a donnée, disons, en 1952, en début d'un cours à Rio. Les pseudo-groupes de transformation d'une structure locale, c'est-à-dire une fois qu'on a défini ce que sont les structures locales, on peut revenir et construire des pseudo-groupes. Il y a une espèce de va-et-vient entre la notion de pseudo-groupe et la notion de structure locale. Quand on a l'un, quand on a un pseudo-groupe, on peut définir une espèce de structure locale correspondante, et quand on a un type de structure locale, on peut définir un pseudo-groupe. Alors, les isomorphismes locaux, et enfin, l'atlas complet associé à un pseudo-groupe. Et puis, je terminerai juste par une petite image qui vous est familière, mais dont j'espère que, à la lumière de développement qui précède, vous la regarderez un petit peu autrement, à savoir le dessin du fibré tangent à une variété. Voilà. Ça, c'est pour le matin. L'après-midi, j'en reparlerai cet après-midi. Alors, donc, la première question que je me pose, qui est de nature en quelque sorte un peu historique, c'est d'où viennent les pseudo-groupes? Alors, tout ce que je vais vous dire, d'abord, je tiens à dire que dans l'ensemble de l'exposé, il n'y a rien que je dis qui soit de moi. Tout est
d'une citation implicite ou renvoi à des travaux explicites, mais je fais exprès de parler par ma bouche, de faire parler les autres. Donc ici, les remarques que je fais sur d'où viennent les pseudogroupes sont toutes dues à d'autres gens, notamment à Félix Klein, à Élie Cartan, à Armand Borel et un mathématicien qui lui est plus jeune que moi, mais qui est très intéressant, qui s'appelle Joël Merker, qui est prof à Orsay, je crois, et qui a fait un travail remarquable, qui a traduit en anglais les œuvres le traité de Sophusli et Engels. Engels, ce n'est pas celui de Marx, hein, François. Et qu'il l'a traduit de l'allemand en anglais et qui a fait des commentaires très intéressants, très utiles pour bien lire Sophusli. Et il a fait cette traduction, Merker, pour pouvoir lire lui-même, parce qu'il ne connaissait pas l'allemand, donc il a appris l'allemand pour ça, pour faire cette traduction. Et il voulait lire Sophusli, vraiment, de manière à comprendre, il le dit explicitement, à comprendre ce qu'a fait Élie Cartan. Alors pour nous, c'est très important parce que il est clair que les travaux d'Erasman, et notamment sur les structures, sur les pseudogroupes, les structures locales, il les fait pour décrire en termes de structure, on va dire ça comme ça, pour décrire en termes de structure ce qu'il a compris de l'enseignement d'Élie Cartan. Erasman, qui était assez modeste, disait que très souvent, les idées qu'il développait, elles étaient déjà implicitement dans Cartan. C'est une modestie un peu exagérée comme modestie, parce que ce qui est neuf, c'est justement la clarification. La clarification, on pourrait dire ça. Alors, donc je dirais maintenant rapidement ce qu'il en est du fait que les pseudogroupes vont être obligés d'apparaître. Alors, les géométries, c'est Élie Cartan qui parle. En géométrie, il y a à l'heure où il parle, c'est dans les années 1920. En géométrie, il y a deux axiomes dans la géométrie d'Euclide. Des axiomes qui touchent au déplacement, alors c'est-à-dire au groupe des déplacements de la géométrie en question, et c'est cet aspect qui a été en quelque sorte axiomatisé dans le programme d'Erlangen à l'aide de l'idée de faire la géométrie comme géométrie d'un groupe de symétrie abstrait et la géométrie du coup de la donnée de ce groupe. Mais le groupe, il est censé opérer complètement sur un certain espace. Le deuxième point, toujours suivant Cartan, c'est qu'il y a ce principe de déplacement qui est un principe qui va de soi chez Euclide parce que c'est par là qu'il définit l'égalité des figures. Et le deuxième point, c'est la notion de mesure, mais qui est aujourd'hui, qu'on peut prendre en compte avec, évidemment, chez Euclide, c'est les grandeurs, ce n'est pas des nombres, mais nous, on prend ça en compte aujourd'hui avec la notion de distance. Donc, il y a du déplacement et il y a de la mesure. Voilà. Alors, très curieusement, la mesure a conduit, toujours suivant Cartan, c'est ça qui conduit, alors il faudrait expliquer comment, hein, c'est toute une histoire, mais au côté géométrie, non pas géométrie à la Klein, mais géométrie façon géométrie riemannienne, quand on réduit la question de la mesure à la question de la mesure infinitésimale. Mais alors, nous explique Cartan, il n'est plus question de symétrie globale. Hein, bon, pour les gens qui connaissent un peu les surfaces et espaces de Riemann, on sait bien que le groupe global des symétries d'une surface de Riemann ne nous donne pas beaucoup d'informations sur la surface. Par contre, il est question de symétrie locale. Et curieusement, donc, c'est ce passage entre le global dans les géométries à la Klein et le local dans les géométries à la Riemann, disons, pour dire vite, qui va être un enjeu considérable dans la géométrie au début, à la fin du 19e, au début du 20e. Et alors, quand on est dans cet aspect de distance et géométrie, courbure, il y a quelque chose qui va se développer, c'est la notion de parallélisme et d'angle, mais aussi, dans le contexte de géométrie différentielle, la question alors, je ne vais pas le développer, mais du repère mobile et du déplacement parallèle. Ça, c'est un aspect que je ne vais pas traiter, mais
qui est implicite en quelque sorte. Alors, voilà sur les deux principes. Donc, voilà, on voit apparaître la question de local et global comme ça. Deuxième principe, la question de la coordination. Alors ça, c'est très ancien, puisque c'est les coordonnées cartésiennes, bien sûr, mais c'est aussi, beaucoup plus anciennement, l'étude des courbes comme des coniques à l'époque grecque, antique. À ce moment-là, il n'y a pas d'équation, mais il y a ce qu'on appelle des symptômes, c'est-à-dire des propriétés caractéristiques sur certaines mesures, sur certaines longueurs, grandeurs. On transformera à l'époque des cartes en équations, mais ce n'est pas des équations à ce moment-là. Ensuite, là, sur la coordination, il y a une autre remarque de Cartan, c'est que, en fait, on peut faire de la coordination a posteriori ou de la coordination a priori. Quand on est en géométrie euclidienne globale ordinaire, on fait de la coordination cartésienne avec des axes. Des axes, bon, c'est pas Descartes non plus qui met les axes, vous savez, c'est Wallis. C'est Wallis qui dit il y a deux axes. Les coordonnées cartésiennes, telles que promues par Wallis, elles sont une sorte d'explication des axiomes même de la géométrie euclidienne. Tandis que on peut aussi imaginer d'un autre côté, c'est ce qu'on fait toujours suivant Cartan en géométrie riemannienne, qu'on a des coordonnées locales a priori quelconques et que c'est dans l'examen du fonctionnement de ces coordonnées locales quelconques qu'on va découvrir les propriétés de l'espace. Voilà. Donc, il y a un rapport entre les propriétés, les axiomes de l'espace, déplacement et distance, et la manière de coordonner qui est tantôt a priori, tantôt a posteriori. Donc, c'est ce schéma qui est dans la tête, qui nous explique très bien dans des articles plus tardifs, dans les années 30, Élie Cartan. Voilà. Alors, à cela se mêlent les questions de calcul différentiel et de calcul différentiel transporté. Voilà. Parce que si on sait faire du calcul différentiel à un endroit, il faudrait pouvoir les résultats les transporter à un autre endroit. Et c'est ça qui est en jeu dans les travaux au XIXe siècle, notamment chez Gauss et Lamé, avec ce qu'on appelle les changements de coordonnées curviligne. Alors, en général, on dit qu'ils ont été introduits par Gauss, mais ce n'est pas tout à fait exact parce que il y avait des exemples d'abord, évidemment, au XVIIIe, coordonnées sphériques, etc. Bon. Mais le fait de changement général, a priori, c'est introduit par Gauss en dimension 2 et par Lamé en dimension 3. Et ces gens-là vont nous expliquer comment, quand on fait des changements de coordonnées, eh bien, qui sont forcément locaux, comment, quand on fait des changements de coordonnées, eh bien, comment changent les opérateurs différentiels. On a, par exemple, un magnifique résultat de Lamé qui nous explique comment exprimer le Laplacien, qui est une expression très simple en coordonnées cartésiennes, première carte en quelque sorte sur la situation, des coordonnées cartésiennes, et je change de représentation, soit du même lieu, soit dans un autre lieu, mais je passe par exemple aux coordonnées curvilignes. Comment exprimer le Laplacien en coordonnées curvilignes? Comment exprimer le Laplacien en coordonnées curvilignes vraiment quelconques? Il y a une formule de Lamé là-dedans qui est tout à fait essentielle parce que, pourquoi? Parce que toute la géométrie au XIXe siècle est gouvernée par les problèmes de physique qui eux-mêmes sont modélisés par essentiellement l'équation de Poisson. En gros, je dis en gros. Et donc, y compris ce que fait Riemann. Donc, le changement de coordonnées, savoir comment il opère sur les données différentielles, sur les opérateurs différentiels, c'est essentiel. Et c'est notamment Lamé qui explique ça. C'est d'ailleurs grâce à ce travail de Lamé qu'ensuite va y avoir l'introduction des invariants différentiels de Beltrami et immédiatement à la suite le calcul différentiel absolu de Christopher, de Levi-Civita et Rezzi, les symboles de Christoffel, le déplacement parallèle, etc., etc. Mais c'est vraiment un point clé. D'ailleurs, Cartan disait, oui, il disait à propos de Lamé, dans le fond, ce que fait Lamé, c'est la géométrie riemannienne. Il disait ça. La géométrie riemannienne, c'est ce que fait Lamé.
Alors, c'est parler un peu vite parce que justement, c'est basé sur une vue des changements de cartes qui est un petit peu datée, quoi. Les changements de cartes étant les changements de coordonnées, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ah ben alors là, comment je fais pour voir le bas de mon texte là? Bon. Quelle partie? Fonction analytique, on voit. Ouais, mais après, je vois pas. Alors, je peux pas l'enlever, ce truc-là, non? Je peux pas le réduire? Normalement, en haut à droite, tu dois avoir de ton écran, tu as affichage. En haut à droite, tu n'as pas affichage qui te permet de choisir la configuration. Quand je suis en, alors, ou là, faut que je ferme le, voilà. Là, ça va pas du tout, ça. Ah. Bon. Ben, non. Tout ce qui s'affiche, c'est ce que tu... Vous voyez, nous, on le voyait déjà avant. Hein. Ah, bah oui, mais moi, je ne le voyais pas. Ah, d'accord. Alors, c'est la question des équations différentielles, leur résolution locale, Cauchy. Et c'est une question qui va être traitée justement par Sophus Lee, hein, avec justement une notion très importante qui n'est pas la notion de groupe de Lie, mais qui est la notion de germe de groupe de Lie ou de noyau de groupe de Lie. Joël Merkel insiste sur le fait que justement, Joël Merkel insiste, mais il y a d'autres gens qui en parlent. Par exemple, il y a un article très intéressant d'Armand Borel sur la question où il dit, comme Merkel, que Lie n'a jamais parlé de groupe de Lie. Lie n'a parlé que de groupes finis continus qui sont des germes ou noyaux de groupe de Lie. Et justement, là-dedans, dans cette notion, il y a, si je puis dire en germe, la notion de pseudo-groupe. C'est ça qui est important. Et il y a toute une ambiguïté du travail de Élie Cartan, parce qu'Élie Cartan travaille sur ça, travaille sur les groupes finis continus dans sa thèse. Alors, il faut comprendre que, toujours d'après Borel, il semblerait, je ne sais pas si Merker sera d'accord, il semblerait que en fait, dans les textes de Lie, il y a une certaine confusion entre ce qu'aujourd'hui on appelle le groupe de Lie et ce qu'aujourd'hui on appelle l'algèbre de Lie. Ce n'est pas très clair, il parle de l'un de l'autre. On pourrait expliquer peut-être pourquoi, parce qu'en fait, ce dont il traite vraiment, c'est des germes, c'est des noyaux. Mais il a en tête le passage à la limite, à l'infinitésimale, sur les opérations locales du noyau. Bon. Et ça, c'est pas réalisé en termes de différentiel, parce que tout ce qu'il manipule, c'est des fonctions analytiques. Donc, il travaille directement sur des prolongements analytiques, et puis dans les prolongements analytiques, il prend les éléments du premier ordre, du deuxième ordre, ce qui revient à calculer les dérivés, si vous voulez, hein, en gros. Bon. Voilà. Alors, si on comprend bien que le travail de Lie, tel que s'en saisit Cartan, est un travail avec des transformations locales. Donc, comme je viens de l'expliquer un peu sommairement, on ne voit pas que c'est du local parce que aussitôt il passe au développement en série des fonctions, toutes ces fonctions sont analytiques, hein, parce qu'en fait, il a en tête justement ce qui se passe notamment dans les surfaces de Riemann, pour le dire dès maintenant, où les changements de cartes sont justement holomorphes. Bon, et voilà. Alors ça, c'est pour une espèce de préhistoire. Hein, est-ce que vous voyez bien quand je suis comme ça, là? Vous voulez que je remette en plein écran? C'est un peu petit. Mieux en plein écran. Hein, ah oui, d'accord. Oui, mais le problème, c'est que comme toutes mes diapos sont bien pleines, à chaque fois, je ne pourrai pas voir ce qui est en bas. Alors que moi, ça m'embête parce qu'il faut quand même que je puisse me lire. Tu passeras comme ça quand tu seras en bas, mais en général, essaye de te mettre en plein écran. Et puis... D'accord, alors je mets en plein écran. Et quand tu as besoin, tu repasses. D'accord. Bon, alors. Donc, à mon avis, juste René, à mon avis, le problème vient du fait que la fenêtre Zoom que tu as, tu ne l'as pas activée peut-être chez toi. Elle est en bas. En plein écran. Elle est en bas, mais il faut que tu mettes sur le bouton vert en haut que tu l'étends. Alors. Bon, ben, j'arrive déjà au point 2. Vous voyez, ça va vite. Alors,
les choses que j'ai évoquées, c'est le contexte. Tu as mis une demi-heure pour le point, René, je te rappelle. Hein. Il y en a 16. Hein. Oui, ah non, mais j'irai plus vite après. Ça fait 8 heures en tout, hein, déjà. Ouais, ouais. Non, mais j'espère que comme ça, vous comprenez ce que je dis, c'est surtout ça. Jusqu'à maintenant, vous comprenez? Oui, oui, ça va, on comprend le parcours général, oui, oui, c'est très clair. Bon, voilà. Alors, à partir de ce parcours, il y a des notions qui sont, des questions qui se posent. Qu'est-ce que c'est que local? Qu'est-ce que c'est qu'une variété différenciable, analytique? Et puis surtout, que veut dire voisin et que veut dire local? Bon. Voisin, c'est très embêtant parce que dans les mots, dans les termes de Élie Cartan et dans la bouche d'Élie Cartan et aussi dans la bouche sous la plume de Sophus Lee, il n'est pas question de voisin, il est question de suffisamment voisin. Mais il dit voisin. C'est-à-dire qu'il écrit voisin alors pour dire évidemment suffisamment voisin. Les opérations qu'on fait sont locales et elles sont définies si les points sont suffisamment voisins d'un autre point. Mais il dit pas, il dit s'ils sont voisins. Bon. Alors ça fait qu'il y a un grand malentendu quand on voit la terminologie en topologie avec le mot voisinage. Parce qu'un voisinage, tel que c'est défini en topologie, un voisinage d'un point, c'est une partie qui contient un ouvert contenant le point. Hein, c'est ça. Bon, c'est une manière absolument ridicule d'appeler ça un voisinage. Parce que les points du voisinage ne sont pas voisins. Vu que la partie peut être très étendue, hein, si ça contient un ouverti, donc à vrai dire, les voisinages devraient être appelés des modes d'accès ou je ne sais pas quoi, mais le mot voisinage ne va pas du tout. Par contre, on pourrait dire que tout ce qui est en dehors d'un voisinage est lointain. Le complémentaire de ce qu'on appelle les voisinages, c'est des points lointains, effectivement. Oui, mais attends, quand même, René, d'habitude, ouvert n'a pas besoin d'une définition d'un point, alors qu'on dit toujours voisinage d'un point en topologie, on ne dit pas un point. Oui, mais je suis en train d'expliquer qu'on ne peut pas dire qu'on dit voisinage d'un point, mais que quand on dit ça, on fait une erreur. Employer le mot voisinage est une erreur. Parce que si on dit, qu'est-ce que ça veut dire un voisinage? C'est quoi un point d'un voisinage? C'est pas un point voisin. C'est ça que je dis. Un point d'un voisinage d'un point n'est pas voisin du point. Or, c'est un détail très important, notamment pour enseigner la topologie. Oui, mais c'est pas un voisinage relationnel. Donc, alors, à partir du moment où tu as quand même une relation entre des voisins même éloignés, ils sont quand même dans le voisinage. Non, qu'est-ce que ça veut dire dans le voisinage? Oui. Eh oui, eh oui. Ah oui, et justement, Merker met le doigt sur ça, parce que l'expression voisin ou dans le voisinage, il dit voilà, Sophus Lee et Cartan emploient le mot voisin comme on dit les voisins, cette maison est voisine de la mienne. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est dans un voisinage au sens mathématique. Voilà. Ah ben, bon. Tu peux construire quand même le voisinage, tes ensembles d'ouverts étant tes maisons, tes quartiers. Il fait partie du quartier, donc il est dans le voisinage. Non, ça ne marche pas. Bah non, non. Non, tu prends le quartier comme un voisin. Bon, je laisse cette question ouverte parce que c'est une des difficultés pour lire Sophus Lee que de comprendre ce qu'il veut dire par voisin, mais il ne veut certainement pas dire élément d'un voisinage. Il veut dire élément d'un ouvert suffisamment petit. Petit, c'est quoi? Bon. Voilà. Bien. Alors, il faut dire que, et ça c'est des choses qu'on a pu remarquer, c'est que avec la topologie générale, on a inventé quelque chose de nouveau, d'étonnant, mais Sophus Lee ne possède pas la notion de topologie et d'une certaine manière, il n'en a pas besoin puisqu'il a l'intuition de ce que veut dire voisin. Et Élie Cartan, c'est pareil. De même, Élie Cartan, on a dit, ne possédait… Alors, quelqu'un a écrit, je ne sais plus qui, j'aurais dû le noter, quelqu'un a écrit, oui, c'est vrai, Élie Cartan, il n'avait pas la notion de variété, mais il n'en avait pas besoin parce qu'il savait ce que c'était, texto. Là, c'est pareil, si vous voulez. Hein.
il n'a pas besoin de dire qu'un voisinage, c'est une partie qui, parce qu'il sait ce qu'il veut dire quand il dit voisin, le Sophus Lee. Voilà. Alors, c'est ça le problème, je dirais presque épistémologique, qu'on a avec la question des variétés. C'est qu'il faut qu'on mette en place une notion qui rende parfaitement clair ce que veut dire local et voisinage. Voilà. Alors, avec les ouverts d'une topologie, on peut le faire, mais il faut faire attention. Voilà. Alors, 1930, donc, on arrive justement, donc je redis ce que j'ai dit dans l'introduction de toute la journée, hein. Je vais maintenant ne plus m'occuper des questions de différenciabilité qu'on a pu voir dans les éléments historiques que je donnais avant, mais essayer de me concentrer uniquement sur la topologie et la question du local. Et donc, parler des groupes, commencer à parler des pseudo-groupes de transformation. Alors, l'essentiel, évidemment, ça va être le livre de Veblen et Whitehead. Auparavant, je vous donne une définition à l'ancienne. C'est certainement l'idée de variété qu'on peut trouver. On la trouve, vous voyez, dans un livre russe de 79, un livre notamment par Novi, avec comme auteur Novikov. Une variété, c'est un ensemble de points qui sont munis chacun de coordonnées, dites coordonnées locales. Alors, ce n'est pas du tout par rapport à des axes ou quoi que ce soit, c'est vraiment des coordonnées quelconques, justement, comme en parlait Cartan à propos de ce que c'est qu'un espace de Riemann. Mais maintenant, chaque domaine est considéré comme un voisinage, mais voilà, c'est leur mot. Hein. Et l'intersection de deux voisinages constitue un domaine euclidien, de manière que, et c'est ça l'essentiel, si j'ai un UI et un UJ qui s'intersectent, dans l'intersection, je dispose donc de deux systèmes de coordonnées, les coordonnées de UI et les coordonnées de UJ. Et donc, on demande qu'il y ait des formules qui fait passer d'un système de coordonnées à l'autre, et de manière à ce que le jacobien soit non nul, parce qu'on veut que ce soit différenciable, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, la notion de variété à ce moment-là, elle est concentrée, si vous voulez, dans la notion de changement de coordonnées. On est à un endroit, on a deux coordonnées. Alors, c'est tout à fait l'image de ce qui se passe avec les atlas géographiques. Quand on a un atlas avec plein de feuilles, une carte de France, une carte Michelin en bouquin, ben, on s'est passé d'une carte à l'autre parce que tout simplement, on a des changements de coordonnées qui sont effectués simplement par le fait de marquer les villes, par exemple, avec leur nom. Donc, on voit que le nom qui est sur cette carte, c'est le même qui est sur l'autre carte. Ben, ça, c'est un changement de coordonnées. Donc là, cette image-là de variété, on peut sans trop de risques, imaginer que c'est effectivement cette manière, avec dextérité d'ailleurs, les géomètres comme Élie Cartan, et certainement aussi Sophus Lee, bien sûr, et peut-être de manière un peu plus implicite, c'est-à-dire sans parler des UI et des UJ, mais en ayant bien la notion de l'importance des changements de coordonnées, les géomètres, comme je disais, Lamé, etc. Vous voyez, à partir de l'idée de coordonnées curviligne et de changement de coordonnées curviligne, si on ajoute l'idée que ça se passe à l'intersection de deux domaines où sont définis l'un et l'autre, on commence à voir qu'il y a des plaques, des morceaux qui sont raboutés sur les parties communes, et le raboutage étant effectué justement par ces changements de coordonnées. On commence à voir l'idée de variété. Mais cette idée-là, il va falloir la rendre plus explicite. Alors, pour mémoire, je vous donne une précision sur ce que c'est qu'un germe de groupe de Lie. Donc, un germe de groupe de Lie dans un voisinage V d'un espace, un espace numérique, hein, c'est une fonction qui est définie,
qui a 2 points dans ceci et un autre, mais telle que la fonction n'est définie que dans le voisinage V. Elle est différenciable, bon. Mais surtout, c'est le point essentiel L3. Si jamais f de xy est encore dans V, ce qui n'est pas toujours le cas, et f de yz aussi, alors on demande une sorte d'associativité. Voilà. Et puis après, l'axiome d'unité. Mais je porte votre attention sur le L3. Donc, l'opérateur est, en quelque sorte, est bien défini dans V. Mais quand on veut l'itérer, c'est-à-dire composer l'opération avec elle-même, eh ben, on ne peut pas toujours le faire. Donc, on a une opération qui est partielle en réalité. Et là, cette idée de partielle, c'est là qu'on met le doigt justement sur la nécessité de parler de pseudo-groupe, qu'on va voir tout à l'heure. Bon. Alors, définition qui s'ensuit de celle que je vous ai parlé de germe, je vous ai montré germe de groupe de Lie. Et maintenant, donc, définition d'un pseudo-groupe de Lie de transformation. Vous voyez, c'est une fonction f. Les paramètres, c'est petit a, voilà. Petit a, petit p, petit c, ce sont les paramètres, les éléments d'un certain G. Et ils opèrent sur les x. Donc, le E opère sur x pour donner x. Le A opère sur x, il me donne quelque chose qui est supposé. Si jamais ce quelque chose est dans V, alors je peux à nouveau opérer dessus avec un autre paramètre B. Donc, les éléments, les opérateurs, c'est simplement les A, les B, les C, quand on les met en deuxième place dans le grand F. F, c'est la description générale de la fonction des opérateurs. Mais vous voyez, cette opération est partielle. Bon. Et ça c'est intéressant de voir que cette définition, elle est donnée dans un très bon livre, le livre de Guggenheimer, un livre de géométrie différentielle des années 67 ou 8, 1967-68, et de quelqu'un, d'un géomètre qui est très attentif, qui explique très bien les choses. Et vous voyez la note qui est en bas. Moi, je ne la vois pas, mais je la connais, donc vous le voyez. Une notion plus générale de pseudo-groupe a été donnée par Aresman en géométrie différentielle. Justement, c'est vers ça qu'on va aller. Parce que là, la notion, elle est un petit peu, comment dire, elle est un peu enquistée dans des données techniques du genre analytique, continu, etc., dont on n'a pas forcément besoin pour parler vraiment du pseudo-groupe. Alors, bon, on fait une petite pause pour dire, voilà, si je prends la sphère, vous savez que, là, j'ai dessiné une sphère, et puis l'équateur. Eh bien, je peux fabriquer comme ça une carte du plan équatorial sur la sphère, sauf le pôle Nord, en associant à tout point petit m le point grand M, ou si vous voulez, l'un étant la projection stéréographique de l'autre par rapport au pôle Nord. On dit en général que grand M est projeté sur petit m, ou que petit m est rétro-projeté sur grand M. Bon, et si je fais une projection de pôle Nord, et sur le résultat grand M, une projection de pôle Sud, j'ai une transformation de M à M' qui est littéralement un changement de carte. Ici, on ne voit pas très bien les éléments de carte parce que c'est le plan équatorial qui sert 2 fois de carte. Donc, on a une transformation qui va du plan équatorial vers lui-même. Et cette transformation est tout simplement une transformation bien connue qui s'appelle l'inversion par rapport au cercle équatorial. Et cette inversion est donc une transformation, comme on sait, qui préserve les angles. C'est-à-dire que les cartes dont j'ai besoin ici pour recouvrir toute la sphère, vous voyez, ma sphère est recouverte par toute la sphère moins le pôle Nord, d'une part, qui donne un plan, et toute la sphère moins le pôle Sud, d'autre part, qui donne encore un plan. Et pour passer d'une carte à l'autre, je passe de M à M', et ce passage, c'est l'inversion, et ce passage a une propriété, c'est qu'il est conforme, c'est même une transformation analytique. Eh bien, cette opération avec ses propriétés est connue depuis l'Antiquité, depuis Ptolémée.
au moins. Hein. Ptolémée s'en sert. Et elle est évidemment connue de tous les gens qui fabriquent des cartes. Bon, ça c'est un premier exemple, si vous voulez, d'une variété qui est la sphère, avec ici 2 cartes et l'explication de ce qui se passe dans le changement de carte. Alors, on va regarder ça un petit peu autrement. Au lieu de mettre mes plans équatoriaux, au lieu de mettre le plan équatorial à sa place, je mets à la place 2 plans parallèles au pôle nord et au pôle sud. Et du coup, l'opération, on voit mieux qu'il y a 2 cartes, si vous voulez. La sphère est rapportée au plan rouge, d'une part, et ça marche pour tout le monde, sauf le point S rouge, bien sûr. Et d'autre part, elle est rapportée au plan bleu, et ça marche pour tout le monde, sauf pour le S'. Mais au total, à l'aide de ces 2 plans, j'arrive bien à recouvrir la sphère. Un point M de la sphère, dans l'un des plans, il est noté M', et dans l'autre, il est noté M. Le changement de carte, c'est donc le passage de M à M', qui a les propriétés analogues à celles que j'ai montrées tout à l'heure. On voit moins que c'est une inversion, mais c'est la même transformation, parce qu'en réalité, si vous remplacez ces 2 plans par le plan équatorial, vous faites une homothétie de rapport ennemi sur chacun des 2 mouvements. Hein. Bon. Mais là, on voit mieux le côté carte. Et on s'étend encore un petit peu. Maintenant, je prends une sphère et je prends 2 plans tangents qui ne sont plus forcément parallèles, et je fais encore la même chose. Donc, je pourrais, en quelque sorte, enrober ma sphère à l'aide de tous ces plans tangents. Sur chacun de ces plans tangents, je fais la projection stéréographique par rapport au pôle. Vous voyez, sur le plan tangent S', j'ai le pôle N', et je fais la projection par rapport à N'. Et comme ça, je rapporte toute la sphère, sauf un point, à ça. Voilà. Là, on a bien la notion qu'on a beaucoup plus de cartes, mais beaucoup de changements de cartes, toujours avec des propriétés géométriques précises. Voilà. Et alors, une petite image que je ne vais pas du tout développer, mais c'est l'idée de la courbure. L'idée de la courbure, dans mon préliminaire historique, j'ai parlé de transport parallèle et courbure. Là, si on fait ça sur la sphère, vous voyez ce qui se passe. Si je prends un vecteur ici au point A, je prends un vecteur au point A tangent à cette courbe, et je le déplace parallèlement, c'est-à-dire en restant tangent. Quand il arrive ici, il est à peu près comme ça. Après, je continue ici, et je le ramène ici. Quand j'ai fait un tour complet, le vecteur qui était ici, il vient là. Il ne revient pas au même endroit. Donc, c'est une image du transport parallèle sur une variété courbée. La sphère est courbée, comme vous savez. Et ici, j'ai un certain angle. Cet angle est directement lié à la courbure, au rayon de courbure. Donc, c'est pour ça que quand on traite des mouvements par transport parallèle, en fait, on traite de la courbure. Il y a toute une théorie là-dessus, bien entendu. C'est très connu, mais c'est juste pour que vous ayez un peu l'image. On abandonne ça aussi pour aujourd'hui. Mais il faut savoir que ce transport parallèle, il s'explique en termes de la connexion naturelle induite sur la sphère du fait qu'elle est plongée dans R3. Et quand on veut faire la même chose sur une surface abstraite, il faut se donner sur une variété abstraite, il faut se donner sur la variété ce qu'on appelle une connexion. Et la notion de connexion la plus basique et claire, c'est celle qu'a justement introduit Erasmann. Mais c'est une autre histoire, parce que c'est une histoire qui vient après les pseudogroupes, donc j'essaie de petit à petit de vous parler, mais ça vous montre à quoi ça va servir tout ça. Excuse-moi, connexion entre quoi et quoi, pardon? C'est une connexion, ça s'appelle une connexion. Oui, mais entre quoi et quoi? C'est pas entre quoi et quoi, ça s'appelle une connexion, c'est un opérateur qui est une connexion. D'accord. Mais il y a beaucoup de manières de le définir. Hein. Par exemple, une des définitions, c'est à l'aide des symboles de Christoffel. Quand on a une structure riemannienne avec des GIJ, en dérivant ces GIJ, on obtient des symboles de Christoffel qui permettent de faire le transport parallèle sur la variété de Riemann. Bon, c'est un peu abstrait et calculatoire, mais la connexion, c'est quelque chose qui permet de connecter. C'est pas une connexion entre quoi et quoi, c'est quelque chose qui permet de transporter. Donc, de connecter, vous voyez. Ici, on pourrait dire ça pour répondre mieux à ta question, c'est que la connexion, c'est ce quelque chose
qui me permet de transporter les vecteurs le long d'une courbe. D'accord, merci. Et ça peut se définir donc en termes d'opérateurs différentiels, de calcul différentiel absolu, mais aussi, comme le fait Ehresmann, grâce à la notion de fibré et à la notion de… bon, je ne vais pas le dire parce que ça nous emmènerait trop loin déjà. Disons, il le fait, lui, en termes de fibré, en prenant des supplémentaires. Dans un fibré, tu as l'espace tangent à la fibre. L'espace tangent en un point se décompose, il y a toujours l'espace tangent à la fibre dans l'espace, mais on peut trouver un supplémentaire qui a cet espace tangent à la fibre. On se donne un supplémentaire à l'espace tangent à la fibre dans l'espace tangent au tout. L'espace tangent à toute la variété qui est en haut, on le décompose en deux parties. L'espace tangent à la fibre, il est donné, mais un supplémentaire n'est pas donné. Et c'est la donnée de ce supplémentaire qui permet de faire le transport parallèle. Bon, je ne sais pas si c'est… On pourrait le faire tranquillement. On pourrait faire un exposé rien que là-dessus pour bien l'expliquer. Mais René, oui. Est-ce que le supplémentaire ici, c'est justement R3, ce que tu disais? Oui. Oui. Non, ici, non. Ici, il y a ce qui c'est la… ici, on a l'espace tangent. Ici, non, ici, c'est un peu un autre point de vue. Parce que, non, je ne vais pas l'expliquer. Ok, je suis désolé. Autrement. Non, c'est bien. Bon, mais pour répondre à la question de connexion, je crois que le petit truc que j'ai dit, c'est ce qui permet de connecter, de transporter des choses, ça donne une bonne intuition. Bon, alors, je vous donne un autre exemple de propriété du changement de carte pour la sphère. J'ai trouvé ça remarquable quand je l'ai vu la première fois, quand j'ai lu le livre où c'est paru. C'est un livre de Greenberg, je crois, hein, qui est sur les géométries non euclidiennes. Et vous savez que sur les géométries non euclidiennes hyperboliques, il y a eu très vite, à la fin du 19e, deux modèles. Le modèle de point carré, qui est donné ici par le cercle que je dessine, avec comme droite les cercles qui sont orthogonaux au cercle fondamental qui est autour. Donc ici là, si vous voulez, ce cercle et celui-là, là, il y a un angle droit. Ça, c'est le modèle de point carré. Et puis ici, à l'intérieur, on l'a dessiné exprès à cet endroit-là, c'est le modèle de Klein. Le modèle de Klein, c'est que les droites, c'est les droites. Vous voyez, une droite dans ce disque, l'espace, c'est le disque, le petit disque, et une droite, c'est juste une droite au sens ordinaire. Voilà. Alors, il y a ces deux modèles de géométrie hyperbolique ont des propriétés différentes, mais ce qui m'intéresse ici, pour l'exposer, c'est de comprendre qu'il y a un rapport qui exprime ce dessin. Il y a un rapport entre ces deux modèles qui est donné en formule par la formule que je mets ici. Si je prends un point du plan ici, par exemple le point A, je fais sa projection sur la sphère, ça fait B. Et ce B, je le projette alors là, orthogonalement sur le plan, pof, ça fait C. Et bien cette transformation de A à C va me transformer exactement les cercles de points carrés en les droites de Klein. Donc ça établit une transformation. Or, cette opération A à C, c'est un changement de carte, n'est-ce pas? C'est un changement de deux cartes de la sphère dont on vient de parler. Ben, ce changement de carte, il est tout à fait pareil parce que là, j'ai une projection orthogonale. Ce n'est pas la même chose exactement qu'une projection stéréographique. C'est une sorte de projection stéréographique dont le sommet sera à l'infini, donc c'est tout à fait différent. Et du coup, analytiquement, on a cette formule. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, c'est pour ça que je vous le montre, on a ici une application d'un disque dans un autre qui est médiatisée ou qui est représentée, qui est montrée géométriquement par cet objet qui est la sphère. Donc la sphère est une espèce de graphe de la transformation. Mais inversement, la transformation elle-même est un changement de carte. Donc je vous montre ça pour que vous compreniez l'importance de l'examen des propriétés du changement de carte. Ici, on a un changement de carte qui est remarquable puisqu'il transforme les cercles ici orthogonaux à ça en des droites ici. C'est une propriété importante de ce changement de carte puisque ça me permet de comprendre qu'on a en fait deux modèles de géométrie hyperbolique. Voilà. Alors, pseudo-groupe. On en vient maintenant à Veblen-Whitehead. Dans le livre de Veblen-Whitehead,
il y a ce dessin que je vous montre ici. Et la définition donc d'un pseudogroupe. Alors, on a un espace géométrique, une portion P de l'espace, puis ici, ce qu'il appelle un espace arithmétique, c'est-à-dire ce qu'on noterait un espace R à puissance n. Hein. Et nous, on dit plutôt espace numérique. Et voilà, ce qui l'intéresse, c'est qu'un point P peut être rapporté à un petit x, mais si on fait une transformation ici d'un certain type, le domaine qui est ici peut être transformé en un autre et le x en un y. Bon. On est donc avec l'idée que cette première flèche ici est une carte de ce domaine où il y a P dans le domaine où il y a X, et le composé est une autre carte, toujours de P, mais dans le domaine où il y a Y. Et du coup, de X à Y, il y a ce qui nous intéresse, l'élément du pseudogroupe, qui est la transformation. Ah, excusez-moi, il faut que je m'arrête 2 secondes, il y a ma fille qui me demande quelque chose. Une minute juste. Alors, voilà la définition de pseudogroupe de Veblen. Donc, on a des transformations, je reviens ici on a dans l'espace numérique ici, on a des parties de l'espace numérique et on a des transformations entre ces parties. Bon, c'est ces transformations qui vont être les éléments du pseudogroupe. Alors, ce qu'on demande, c'est que si j'ai 2 transformations et si leur composition existe, alors c'est aussi, ça s'appelle aussi une transformation. Hein, c'est-à-dire, ouais, si le résultat de 2 transformations dans l'ensemble existe, c'est aussi dans l'ensemble des transformations. Mais il faut voir que justement, on peut très bien avoir, c'est ça le point essentiel, une transformation qui va de ce domaine à là, puis une autre qui va d'un domaine qui est ici vers un autre. Donc, on va avoir du mal à les composer. Bon. Mais simplement, c'est au niveau des formules qu'on le dit. Comme vous avez vu tout à l'heure, dans les formules pour les germes de groupe de Lie. D'accord? Si vous avez un f de xa qui tombe dans V, ça veut dire qu'il tombe là où est définie la suivante, en fait, l'action de B. Alors, on peut les composer et le composé est dedans. Donc, c'est ça la version de Veblen. Et il demande l'inverse aussi, qui doit être, si j'en ai une, j'ai l'inverse. Donc, voilà, subséquente à cette définition qu'on va améliorer après, hein, avec Ehresmann, voilà la notion de variété et d'atlas. Excuse-moi, René, j'ai pas compris là. Pourquoi pseudo-groupe? Parce qu'il n'y a pas de groupe unité, c'est tout? Ou pourquoi alors, pseudo-groupe, c'est la terminologie de Veblen, hein, et c'est celle d'ailleurs qu'emploie aussi par un moment Cartan. Ça veut dire que les composés sont pas toujours définis. Imagine, tu as une transformation d'un domaine A dans un domaine B, et puis une transformation d'un domaine C vers un domaine D. Mais s'il y a une partie commune, tu peux composer là où c'est commun, si tu veux. C'est ça, d'accord? Donc, tu peux pas dire que c'est toujours composable. Donc, pseudo-groupe, ça veut dire que c'est une loi partielle. D'accord. La loi de composition est partielle, elle n'est pas toujours définie. D'accord. Bon. Mais quand elle est définie, elle est associative. Et par ailleurs, tout élément a un inverse pour cette loi qui n'est pas toujours définie. Donc c'est le côté partiel, qu'il faut retenir. Hein. On pourrait quasiment l'appeler un groupe partiel alors. Oui. Comme un ordre partiel, par opposition à un ordre total. Oui, d'une certaine manière, oui, mais enfin, c'est embêtant de dire partiel, mais c'est embêtant de dire partiel, vous allez voir pourquoi. Parce que même quand, dans un pseudo-groupe, ça vous le verrez cet après-midi peut-être, quand on a un pseudo-groupe, c'est donc avec cette loi partielle, eh bien, on peut en déduire une loi totale, mais qui n'est pas la même. Hein. Mais on va le voir tout à l'heure.
Oui. Alors, supposons qu'on dispose d'un pseudo-groupe. Alors, variété, voici à droite la définition d'une variété différenciable à la manière Atlas. Alors, j'ai mon espace X ici, voilà. Puis j'ai donc ce que nous a montré le dessin qui est ici, ça, on va appeler ça une carte. Hein, voilà. Alors, maintenant, je suppose que j'ai X qui est recouvert par des domaines de cartes, et sur chaque domaine, j'ai une carte phi1, une carte phi2. Bon. Vers A1, A2. Les phi1 et les phi2 sont supposés être des bijections, hein, bien sûr. Et même si X est topologique, c'est supposé être des homéomorphismes, c'est-à-dire bijection continue et inverse continue. Bon. Alors, si les deux domaines ici se chevauchent avec un point X ici, le point X, il arrive. Vous voyez ma flèche là dans le truc? Oui. 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 Le point X qui est ici arrive dans A1, ou bien il arrive dans A2, mais je peux aller directement de l'un à l'autre en faisant le composé comme écrit ici, phi2 moins 1, je pars de là, phi2 moins 1 et phi1. Et ça m'envoie celui-ci sur celui-ci. Et ça, c'est ce qu'on appelle le changement de carte. Puisque les cartes sont inversibles, on peut les composer l'une avec l'inverse de l'autre, et j'ai un changement de carte. Seulement, voilà le point essentiel, c'est que le changement de carte n'est pas défini de A2 vers A1, mais il est défini seulement sur la partie rouge, vers la partie rouge, laquelle est ici l'image. Les deux rouges ici sont les images de la rouge ici, qui est l'intersection de U1 et U2. Donc, le changement de carte est défini sur un domaine, non pas sur A2, mais sur une portion de A2. Voilà. Alors, je dirais que ma variété, que X est une variété différenciable. Là, je suis dans des domaines des ouverts hein, de Rn. Je suppose que c'est des ouverts, les A1, A2. Hein. Et si ces changements de carte sont des applications différenciables. Une classe CK de A1 vers A2. Voilà. Alors, évidemment, les applications différenciables entre ouverts de Rn, ça forme un pseudo-groupe. Hein. Bon. Ça, c'est une première manière de définir les variétés. Et la donnée des phi1, phi2, c'est ce qu'on appelle un atlas. Enfin, la donnée d'une famille de phi1, phi2 avec cette condition que le composé soit différenciable, c'est un atlas de la variété différenciable. Bon, ça, c'est la définition des variétés façon atlas. C'est celle qui va être adoptée pratiquement tout le temps à partir d'un certain moment, et c'est celle que donc va promouvoir Ehresmann. Mais vous avez une autre définition. Alors, je ne vous parle plus de la première que je vous ai montrée avec les changements de coordonnées, hein, qui peut facilement se reformuler à ce niveau-là, hein, bien sûr. Mais vous avez aussi une autre manière de faire qui est la suivante. On trouve ça dans des livres dans les années 60, et les amateurs de faisceaux, les gens qui préfèrent traiter du local en termes de théorie des faisceaux, eh bien, peuvent nous dire ce que c'est qu'une variété X. Une variété X, c'est un espace topologique muni d'un faisceau qu'on note F ronde ici, tel que moralement, le faisceau F appliqué à U soit l'ensemble des fonctions différenciables de U vers R, mais abstraites, comme données abstraites. Et pour le rendre concret, on dit ça. Pour tout X, j'ai un ouvert, j'ai un homéomorphisme ici, phi, tel que, quel que soit le F ici dans F de U, hein, parce que F de U est censé être un faisceau de fonctions sur U à valeur dans R, mais je devais demander que chaque fonction de U dans R, quand je la compose avec ce phi, ça devienne ici, de A dans R, ça devienne une fonction différenciable. Alors, ces deux définitions sont tout à fait équivalentes. Mais vous voyez, quand on a une variété en ce sens-là, on en a une en ce sens-là, et inversement. Mais d'abord, elles sont équivalentes, mais elles ne sont pas généralisables de la même façon. Par exemple, si on voulait avoir des variétés modelées non pas sur des espaces Rn, mais sur des espaces de Banach, par exemple, ben là, ça marchera très bien. Au lieu de Rn, je prendrai un espace de Banach et ça marche exactement pareil, à condition de savoir ce que veut dire les applications différentielles entre espaces de Banach. Là, je vous renvoie à des travaux, notamment d'André Ehresmann. Mais
Est-ce que tu accepterais, René, de dire, je dis ça pour voir si j'ai compris, que tu valides ma formulation, Oui. que le faisceau vient d'une façon formalisée comme un ensemble de fonctions, il vient formaliser l'atlas comme un ensemble de fonctions? Non, Non. non, je dirais pas ça. Ici, ce qu'on se donne a priori, c'est f de u, un faisceau qui est contenu dans l'ensemble des fonctions continues de u dans R. Je ne l'ai pas écrit là, mais Oui. f de u. Oui. Attends, où je suis là. J'ai compris. F de u c'est un faisceau qui est un sous-faisceau du faisceau des fonctions continues. D'accord. Et alors, la structure est donnée par les éléments du faisceau pourvu que ces éléments satisfassent à cette propriété. D'accord. Bon, donc du coup, c'est la donation de ces fonctions ayant une certaine propriété qui détermine la structure. Oui. Tandis que ici, c'est la donnée des cartes elles-mêmes qui détermine la structure. Oui. Mais pour savoir que c'est une structure d'un certain type, je le regarde après. Je me donne d'abord les cartes, et voilà la structure. Et après, pour savoir que c'est différenciable, je regarde les composés de cartes et je regarde si c'est différenciable ou pas. Oui, mais donc le faisceau vient formaliser la structure de l'atlas, sauf qu'il la formalise comme une structure de fonction. Moi, je dirais pas que non. Moi, je dirais plutôt que c'est l'idée de. Non, je dirais pas ça. D'accord. C'est une autre manière d'exprimer la même idée. C'est-à-dire que, par exemple, pour répondre un peu à ta question, si on donne la définition sous cette forme-là, ensuite, on dira ce que sont les phi. Chaque fonction f demande un phi ici. D'accord? Oui. Pour chaque fonction. Oui. Pour chaque x, j'ai un phi qui va pour tous les f, même, excuse-moi. Bon. Mais le phi dépend du u et du x. Bon, donc, tous les phi qui interviennent pour tous les x et tous les f, tous les phi vont être pris comme cartes. Bon. Et maintenant, pour voir que j'ai bien une variété au sens atlas, il faut que je fasse le composé d'un phi avec un phi prime moins 1 et que je vois que c'est différenciable. Oui. C'est le cas, on peut le montrer. On peut montrer que si je prends les phi qui interviennent ici, alors ils déterminent bien un atlas. Ok, d'accord. Enfin, mais donc, tu vois, c'est pas le faisceau qui détermine l'atlas, c'est les phi qui interviennent dans la description de la propriété des éléments du faisceau. Ce qui fait que dans cette définition-là, tu définis le fait d'être une variété par la donnée d'un faisceau qui est censé avoir une certaine propriété. Tandis qu'ici, tu définis la variété de manière vraiment algébrique, au sens théorie algébrique générale, par la donnée des phi. Et après, tu te demandes quel genre de variété c'est. C'est pas, c'est équivalent, mais moi je pense que du point de vue de l'intuition, c'est quand même très différent. Et surtout, il y a le fait que je disais, ici, on réduit la différenciabilité, on réduit la question d'être une variété à la question de la différenciabilité des fonctions vers R. Eh oui. Alors, c'est pas gênant quand de ce côté-là, on peut réduire si on est dans Rn. Mais si au lieu de prendre Rn, comme je disais tout à l'heure, je prends ici un espace de Banach, la différenciabilité ici, elle ne se réduit pas à la différenciabilité vers R ici. Donc, je dirais que cette notion-là est potentiellement beaucoup plus générale. Ou alors il faudrait faire ici le faisceau f des fonctions de A à valeur dans je ne sais pas quoi, dans un espace de Banach à la place de R. Enfin, ça devient un petit peu… Bon, enfin voilà. Bon, de toute façon, je fais cette comparaison pour que vous voyez qu'il y a une différence et voilà, c'est tout. Maintenant, mon but à moi, c'est que vous compreniez bien celle-là. Laquelle? Celle-là? Celle avec Atlas, la variété. C'est la classique. C'est celle qui est devenue classique. Mais justement, vous avez vu que la classique, c'est celle que je vous ai montrée au début sur les changements de cartes. Après, il y a celle-ci qui
est utile aux gens qui travaillent avec les faisceaux, bien sûr. Mais ce qui est devenu classique, celle-là, eh ben, c'est celle qu'a proposée Ehresmann. Hein. Le problème, c'est que cette définition classique, elle est tellement classique, c'est ce que dit Fliger. Il dit que Ehresmann, il a proposé une définition de variété que tout le monde, absolument tout le monde emploie maintenant, en ne se rendant pas compte que ça demandait un certain effort. Par exemple, ici, ce serait un petit effort, un bon exercice, pour vous, mais même pour moi. Quand je l'ai lu, il a fallu que je réfléchisse 2 secondes pour voir que ceci et ceci, c'est équivalent. Hein. Mais là, René a aussi un petit point. Quand on apprend ça maintenant, pardonne-moi, dans ma conscience, c'était quasiment Riemann, la variété façon Atlas. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, chez Riemann, tu as l'idée des changements de cartes, mais dans un cas très particulier, et tu n'as pas du tout la notion de pseudo-groupe. Si tu veux, quand tu regardes la manière, par exemple, la manière dont on construit les espaces, on construit chez Riemann les espaces de Riemann, on construit, en fait, évidemment, il y a des pseudo-groupes qui sont implicites, il y a des atlas qui sont implicites. Tout ça est implicite dans le passé, je suis d'accord. Hein. Mais la notion, le fait de dire, voilà, il faut se donner d'abord un pseudo-groupe qui, et puis après, on va voir les structures, c'est ça qui a demandé un effort considérable. Et alors, chez Riemann, pour répondre à propos de Riemann, chez Riemann, tu as la chose suivante. Quand tu construis une variété riemannienne à la main, tu le fais en partant, par exemple, la surface de Riemann associée à une fonction analytique. Bon. Tu te mets en un point du plan, puis en ce point, tu fais un développement en série qui est valable dans un certain disque. Un disque qui bute en quelque sorte sur la première singularité. Le disque ne peut pas aller plus loin que la première singularité de ta fonction. D'accord. Et donc, dans ce disque-là, c'est bon, tu as une petite plaque, et puis voilà. Tu te déplaces dans ce disque. Tu vois, c'est comme si, regarde ici sur mon image, ici, tu as un disque, le U1 qui est un vrai disque. Après, tu te déplaces en un point, tu étais au centre ici, tu te déplaces en un point plus près du bord. Et là, tu peux faire un nouveau développement en série. Oui. Tu obtiens un nouveau disque qui chevauche un peu l'autre et qui va un peu plus loin. Oui. Et puis, dans ce nouveau, tu te mets plus loin encore. Et tu fais comme ça une chaîne de disques, d'accord? Oui. C'est ce que tu fais, par exemple, quand tu veux comprendre la surface de Riemann associée à la fonction logarithme complexe. Hein. Oui, d'accord, je suis. Et tu tournes autour de l'origine qui est un point singulier. Oui. Bon, mais quand tu as fait un tour, tu arrives dans une plaque qu'il ne faut surtout pas confondre avec la première. Physiquement, bon, et c'est là que tu construis une espèce d'hélice. Hein, oui. Et c'est ça ta surface de Riemann. Oui. Bon. Donc Riemann, il construit ses surfaces de Riemann de cette façon, par des prolongements successifs. Oui. Bon, maintenant, si on regarde, si on fait le truc à l'envers, c'est-à-dire on se dit, voilà, ma surface de Riemann, elle est construite, mais maintenant, je visualise sur cette surface tous ces petits disques. Alors, chacun de ces petits disques est une carte. Oui. Une carte complexe. Oui. Parce que c'est une carte donnée par un ouvert du plan complexe. Oui. D'accord ? De plus, comme il y avait les changements de carte d'une carte à l'autre, c'est ce qui se passe sur les intersections de 2 disques. Oui. L'intersection dans la construction. Hein. Oui. Bon. Et sur l'intersection, les changements de carte, ça consiste à passer d'un développement en série à une autre pour le même point. Oui. Bon, donc le même point, il s'écrit par une certaine, à l'aide d'une première fonction en série, et puis à l'aide d'une deuxième. Et donc, il faut savoir comment on passe de l'une à l'autre. Pour ça, il faut inverser des séries. C'est possible quand c'est dans le domaine analytique. Et le résultat, c'est que tu as un changement de carte qui est analytique. Oui. Complexe. Bon, oui. Et c'est pour ça que ta surface, ayant des changements de carte analytiques complexes, est une surface de Riemann. Une surface complexe. Voilà. Par exemple, dans ce que j'ai fait sur la sphère tout à l'heure, mine de rien, quand j'équipe la sphère de ces changements de carte qui donnent des inversions ou peu s'en faut, hein, qui donnent justement des transformations conformes, donc des fonctions holomorphes, en fait, je vous décris la sphère de Riemann. La sphère de Riemann, c'est la sphère, mais vue avec cette structure dans laquelle le pseudo-groupe qui agit est justement les fonctions holomorphes.
Donc, tout ça, c'est une reconstruction que moi, je vous fais maintenant de ce que fait Merriman. Merriman, il le fait à la main et il cherche pas… il écrit ce qu'il veut avoir. Il veut avoir ces changements, ces changements de coordonnées analytiques, c'est tout. Alors, c'est exactement de cette façon, me semble-t-il, hein, que Sophus-Lee s'empare de la question du… Parce que Sophus-Lee, il décrit ses opérations, ses germes de groupe de Lie, aussi avec des séries, hein, comme dans le truc de Riemann. Donc il faut bien voir que c'est des choses que l'on fait localement, qu'on raboute, qu'on recolle, et la philosophie de la description en termes d'atlas, c'est qu'il faut simplement mettre en évidence l'opération même de raboutage, abstraitement. C'est-à-dire ici, le raboutage que tu fais dans X, dans la zone rouge, tu l'extrais de X, tu vois apparaître une fonction qui a une certaine propriété ou pas. Et c'est les fonctions de raboutage qui nous expliquent de quel type de variété il s'agit. Donc, tu fais ton raboutage et après, tu regardes les propriétés du raboutage, le recollement. Et c'est justement ce renversement entre l'opération concrète de raboutage et l'examen de ses propriétés, ensuite, qui est l'idée majeure. D'accord, je crois comprendre. Mais merci. Et l'idée majeure d'avoir dégagé le raboutage pas à pas dans une procédure que tu fais en quelque sorte à l'intérieur de ta procédure. Tu vois, tu dis, je prends un point là, puis je continue. Oui, mais tu ne te rends pas compte quand tu le fais que tu as du changement de carte qu'il y a à faire. Bon. Et le changement de coordonnées, si tu veux, le changement de carte. Quand le changement de carte qu'il y a à faire, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ça en quelque sorte, extrait l'idée du pseudo-groupe. C'est un peu la même chose à ce moment-là, corrige-moi pour que… Oui. C'est un peu la même chose que ce que fait Galois quand il se met non plus à regarder les solutions, mais à regarder les groupes de symétrie, enfin les symétries entre les solutions, sans les examiner une à une. Il regarde… Oui, c'est un peu la même chose. Et c'est oui. même, oui, et tout à fait. C'est même beaucoup la même chose. Hein. Oui, d'accord. C'est pour ça que ce à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure sur la géométrie de Galois différentielle, hein, Oui. c'est-à-dire sur la géométrie sur la recherche des groupes de Galois des équations différentielles, c'était une des motivations principales de Sophus-Lee et aussi des Descartans qui le tenaient de Vecchio, hein, les groupes la théorie de Picard-Vecchio. Après, c'est vrai que c'est intéressant, mais moi, j'avais pensé à un autre truc, tu vois. Mais après, si j'ai le temps, je vais peut-être regarder ça. Oui. Tu pars de l'espace, tu vois. Tu le segmentes. Et ensuite, à partir de ça, tu essaies d'associer des topos, en fait, tu vois. Et tu essaies de trouver une manière de recoller les topos, tu vois, à partir de la manière dont tu recolles l'espace. Oui, c'est possible. D'ailleurs, cette idée de découper et de voir comment ça se recolle, donc ici, dans la manière variété, atlas, que préconise donc Ehresmann, on va voir sa définition précise après. Hein. On va voir comment la définition complète rejoint la question des faisceaux, mais plus tard. Alors, cette définition-là, donc, qui est une espèce de petite amélioration, on va voir la définition dans un instant, de celle de Veblen-Whitehead. Et c'est exactement ce qui a animé Whitehead ensuite quand il a fait sa théorie des CW complexes. C'est-à-dire, tu prends un espace, disons, polyédrique général, c'est-à-dire qui est formé de plaques ou de cubes, etc., qui sont collés par le bord, et tu as la notion de CW complexe qui a introduit Whitehead. Whitehead, quand il a développé son travail en géométrie algébrique avec les CW complexes, d'une certaine manière, il a fait que transposer, si je puis dire, l'idée du recollement avec des pseudo-groupes, mais sous la forme primitive de Veblen-Whitehead. Le livre de Veblen-Whitehead a été écrit sous la direction de Veblen avec son étudiant Whitehead. Whitehead était un étudiant de Veblen.
Donc, mais cette idée, si vous voulez, de recoller des trucs et d'examiner comment ça se recolle, évidemment, elle est complètement dans l'air depuis fort longtemps, hein, c'est clair. Et tout le problème est de savoir comment on va décrire la structure du recollement lui-même. Hein, c'est ça. Bon, voilà. Alors, je continue peut-être parce qu'effectivement, là, si en plus je réponds longuement. Merci René, ça, en tous les cas, ça a clarifié pour moi beaucoup la chose. Merci. Bon. Alors, je vais essayer d'avancer un peu. Alors, voilà. Alors, une deuxième définition de variété, donc, qui commence à s'étoffer. Bah, c'est la définition. Vous commencez à reconnaître ce que vous avez pu lire dans vos manuels à l'école. Hein. On appelle atlas sur une variété un ensemble de cartes locales, U alpha, phi alpha, tels que les domaines recouvrent X, hein, et tels que si j'ai deux cartes, bah, les changements de cartes soient un homomorphisme de classe CK. Voilà. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a la notion d'atlas complet. Hein, je crois qu'elle est en dessous, là, dans la partie que je ne vois pas, c'est ça? C'est marqué? Oui, c'est marqué. Hein, voilà. Parce que quand j'ai un atlas, ça c'est le cran suivant, si vous voulez, dans la définition. Donc, première étape, on commence à avoir acquis cette idée qu'il faut mettre des petits bouts qu'on colle, et puis il faut examiner comment se font les transitions entre les collages, d'accord, dans le pseudo-groupe. Deuxième étape, ça c'est l'axiome A2. Ça recouvre et ça se recolle d'une certaine façon. Deuxième étape maintenant, c'est très bien. Alors, si c'est ça que je vais appeler une variété, un ensemble avec des recollements. Ah oui, mais alors, question, je peux très bien avoir des systèmes de recollement différents. Regardez ma sphère de tout à l'heure. Pour couvrir la sphère, il suffit de 2 projections stéréographiques décalées, et donc j'ai besoin que de deux cartes a priori. Mais je peux aussi prendre beaucoup plus de cartes quand je prenais tous les plans tangents et toutes les projections. D'accord? Bon, donc, je peux avoir beaucoup, alors il faut faire bien attention, je peux avoir beaucoup de systèmes de cartes locales, qu'on appellera un atlas, qui soient tels que les changements de cartes dans chacun d'entre eux soient de classe CK. C'est ce qu'on appellera des atlas compatibles, chacun, avec le pseudo-groupe des applications CK. Mais s'il y en a beaucoup, alors lequel choisir? C'est quoi la structure de variété? Est-ce qu'il faut s'arrêter à dire que c'est la donnée de l'atlas, d'un atlas? Si vous voulez, c'est comme si vous, je vais faire une analogie. Prenez un groupe et vous pouvez le décrire avec plein de systèmes de générateurs différents, le groupe. Hein, vous connaissez ça. Prenez un groupe, vous pouvez prendre 2-3 éléments qui engendrent le groupe ou bien 2-3 autres éléments qui engendrent le groupe. Alors, c'est quoi le groupe? Ben, le groupe, c'est ce qui est engendré. C'est pas le système, le premier système ni l'autre. Un ou l'autre des systèmes sont ce qu'on peut appeler des présentations de quelque chose qui est le groupe. Eh bien, ici, c'est pareil. Quand on a une variété, la structure de variété peut être présentée par un atlas ou par un autre, mais c'est pas l'atlas. Alors, il y a une solution, c'est que, heureusement, parmi tous les atlas compatibles avec un pseudo-groupe donné, il y en a un maximal, qui est tout simplement la réunion de tous. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'atlas complet engendré. Alors là, lui, il est unique. Vous voyez, c'est l'analogue dans le cas de mon groupe, du groupe lui-même. Si j'ai un groupe qui est engendré par 3 générateurs, le système de générateurs complet, c'est le groupe. Vous engendrez le groupe par tous ces éléments. Attends, René, toute réunion d'atlas est un atlas? Non, non, non. Les atlas compatibles. Si je prends compatibles entre eux. Alors, non, je me suis mal exprimé, excusez-moi. Étant donné un atlas, il y a un atlas maximal qui le contient. Ah. Bon. Et comment je l'obtiens? Je ne prends pas tous les atlas, bien sûr, excusez-moi. Je prends si j'ai mon atlas, par exemple, je peux prendre je peux rajouter, mettons, je vais le faire à la main, je peux rajouter une carte. Je rajoute une carte, comment? Je prends une carte et je m'autorise à la rajouter si les changements de cette carte avec les cartes de l'atlas sont encore dans le pseudo-groupe. D'accord, ça marche, je comprends bien. Oui. Bon, voilà.
Et je peux faire ça indéfiniment, et à la fin, j'ai un atlas maximal. Bon. C'est pas évident, excuse-moi. Ça peut être infini, enfin, ça peut jamais finir, je comprends pas. Oui, oui, non, mais ça finit, oui. Quoi? Oui. Non, parce que tu peux non, mais ça, on pourrait le faire transfiniment et montrer que ça s'arrête. C'est pas comme ça qu'on fait, hein, mais on pourrait. C'est comme dans le cas d'un groupe. Si tu as un groupe engendré par deux éléments, le groupe peut très bien être infini. Donc, si chaque fois que tu fais un composé, tu rajoutes un élément, tu peux peut-être avoir besoin d'en rajouter indéfiniment. N'empêche que le groupe engendré existe. Hein. Oui, mais il n'est pas maximal. Pour avoir un maximal, il faut quand même une autre chose que je peux l'augmenter à chaque fois. Le système, quand tu as un groupe, le système de générateur qui consiste en tous les éléments du groupe, il est bien maximal. Hein. Tout système de générateur du groupe est constitué d'éléments du groupe, non? Oui. Donc, un tel système est contenu dans le système de générateur qui est le groupe lui-même. Oui. Voilà. Là, je faisais une analogie, mais là, elle marche aussi pour les atlas. Bon, j'y réfléchirai, excuse-moi, continue. Bon. Voilà. Alors, en tous les cas, là, pour tout dire, c'est important cette notion d'atlas complet parce que c'est un peu autour de ça que de manière plus abstraite, André va travailler tout à l'heure sur la construction, dans un cadre plus général, catégorisé de l'atlas complet. Voilà, la manière de faire, c'est, on peut dire, comme j'ai dit, on rajoute les éléments un par un, tous ceux qui sont compatibles avec ceux qu'on a déjà rajoutés. Tu peux donner une définition simple, excuse-moi, de l'atlas complet à ce moment-là, René, au moins. Un atlas est complet s'il est égal à tout atlas compatible dans lequel il est contenu. Donc, il y en a plusieurs des atlas complets. Parle plus fort. A priori, il peut y avoir plusieurs atlas complets. Tu entends, René? Oui. Non, il ne peut pas. Non. Si j'ai un atlas complet, A, il est complet s'il est contenu dans... si A est contenu dans un atlas B, alors A égale B. Il est maximal, quoi. Alors, effectivement, il pourrait y avoir plusieurs éléments maximaux. Alors, en général, dans un ensemble, oui, mais là, je ne sais pas. Bon, là, je vais réfléchir. Bon, peut-être on garde cette question-là. Oui. Alors, une autre manière de définir l'atlas complet, peut-être, c'est la suivante, je dirais. C'est la réunion de tous les atlas. Non, ça ne va pas non plus, je réfléchis. Il faut prendre toutes les cartes. Non. Bon, écoutez, je dois réfléchir à ça. D'accord. Bon. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, j'en viens maintenant aux définitions d'Erasmus de tout ce contexte, disons. Alors, d'abord, je vous donne les références. Là, vous pourrez aller voir. Bon, il faut voir que tout ça est défini de manière progressive, mais il y a une manière bien nette et bien complète, par exemple, dans des textes de 1952, dans, par exemple, le cours à Rio. Mais voilà. Donc, alors, déjà, un petit peu d'histoire. Erasmus, donc, vient à Princeton dans les années, je crois, en 31-32. Il avait d'abord été un peu avant en Allemagne. Il est élève d'Élie Cartan. Il travaille avec Élie Cartan depuis un bon moment. Notamment, un de ses premiers textes, c'est sa thèse, en 34. Mais déjà, en 31-32, il va à Princeton pour travailler auprès de Lefschetz, je crois. Et là, il y a justement Veblen et Whitehead qui sont là. Donc, il prend certainement connaissance du livre de Veblen à cette époque. Et il a soutenu sa thèse en 34. Alors, il a introduit sa notion de pseudo-groupe, que on va vous donner maintenant, pour préciser
justement ce qu'il avait appris de Veblen, avec le livre de Veblen-Whitehead, et de Cartan, avec les travaux de Cartan sur les noyaux de groupes de Lie, enfin, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il est très au courant de ça, notamment il est très au courant de le traitement par Cartan de la géométrie riemannienne, hein, puisqu'il y a un livre de géométrie, leçon sur les espaces de Riemann, qui est paru en 1927. C'était un moment où justement Ehresmann devait en plein, j'imagine, travailler sous la direction de Cartan et apprendre pas mal de choses. Bon, donc, voilà ce qu'il fait. Les axiomes de Veblen sont incomplets, ne sont pas assez précis. Donc, il va ajouter, et c'est ça l'essentiel, il va ajouter à ces axiomes de Veblen, avec les cartes et les changements de cartes, bon, il va ajouter l'axiome de réunion et l'axiome de localisation. Ça, c'est exactement ce que dit André Pfliger à propos de cet apport essentiel que fait Ehresmann sur la notion de pseudo-groupe en géométrie. Et Pfliger a écrit un texte très intéressant. Dans les œuvres d'Ehresmann, il y a plein d'analyses sur ses travaux. Il y en a une d'Pfliger où Pfliger dit ça. Donc, il a ajouté à ce moment-là l'axiome de réunion et l'axiome de localisation que je vais vous montrer. Et du coup, à partir de là, il a dégagé vraiment la notion de structure locale. Mais il faut dire que la notion de structure locale, il l'avait déjà un peu en gestation, notamment dans l'article sur les espaces localement homogènes de 36, hein, où il y avait déjà un petit peu ça. Bon. Mais en tous les cas, on peut dire que pour fixer la date ou la définition précise, complète et rigoureuse d'Ehresmann appareil, c'est soit en 52, soit avant. Hein. En 52, c'est fait en tout cas. Voilà. Mais bien sûr, les choses se compliquent parce que dès qu'il a défini les structures locales, il s'en sert. Et il s'en sert pour définir les structures infinitésimales, pour définir le calcul différentiel. Mais il introduit par là-dessus, il introduit la théorie des jets, les connexions, etc., tout que j'ai évoqué. Il faut bien comprendre que lui, il introduit ça pour avoir vraiment, comme avait fait Veblen, pour avoir un fondement solide à la question du local et du traitement, du raboutage d'un point de vue topologique, si vous voulez. Voilà. Alors, il y a un article très important, Gattungen von lokalen Strukturen, conférence en 56, qui a été traduit d'ailleurs en français dans le séminaire Ehresmann en 61, dans lequel ces choses sont reprises et comment ça a été étudié vraiment du point de vue des groupoïdes et des catégories. Et c'est probablement à peu près, elle le dira André, à partir de cet article-là qu'André va parler après. Mais moi, je vais parler plutôt encore en amont, hein, bien sûr. Alors voilà la définition d'Ehresmann. Elle est ici. Et cette définition, il la donne dans sa notice quand il a fait acte de candidature de professeur à Paris en 55. Il a écrit une notice extrêmement claire que je vous recommande vraiment. On a l'impression qu'on est intelligent, qu'on comprend tout, tellement c'est bien dit. Dans cette notice, il explique à peu près tout ce qu'il a fait jusqu'à ce moment-là. Et il dit, depuis 1943, les définitions en question ont été toujours le point de départ de mes cours sur les variétés, les fibrés, les espaces feuilletés. C'est écrit dans la page 5 de la notice. Et voilà la définition. Donc, qui est un arrangement, disons, de celle de Veblen-Whitehead. Un pseudo-groupe de transformation défini sur E est un ensemble de transformations gamma, tel que si phi est dans gamma, phi est une application binivoque d'un sous-ensemble de E dans un sous-ensemble du même E. Si phi et phi' sont dedans, on a il y a une faute de frappe là. Si phi et phi' sont dedans, alors il y a ah là là. Bon, si phi et prime sont dedans, alors phi-1 est dedans et le composé phi' appartient à gamma. Alors le problème, c'est de savoir ce que c'est que ce phi'. Il y a une figure à côté. C'est ce qu'on appelle le pseudo-produit. Enfin, voir si après, en 12 d'ailleurs, j'ai mis 10, mais c'est 12. Et enfin, l'application d'identité est dans gamma. Bien sûr, phi'-1 est aussi dedans, j'imagine.
Oui, mais j'ai pas besoin parce que voilà, j'ai phi prime dans gamma, phi moins 1 et phi prime moins 1 sont dedans, et puis phi prime dedans. Celui-là, on peut l'enlever là. D'accord, oui. Enfin, phi prime moins 1 aussi. Oui. Alors ensuite, l'identité, et surtout, voilà, l'axiome d'union est important. Si j'ai une famille d'applications donc qui sont dans gamma, et si leur réunion, en tant que la réunion de leur, si vous voulez, les applications, ce sont des relations, hein, des relations partielles. Donc on peut les réunir. Leur réunion, si jamais leur réunion se trouve être une bijection, alors c'est aussi dans gamma. Alors j'explique ici cette question du produit qui est essentielle. Vous voyez ici, vous avez de A dans B une flèche qui est supposée être dans gamma, et puis de C dans D, une autre, G. Alors, la partie commune ici, on peut la rétro-transporter en prenant son image inverse par F, et puis on peut la transporter directement en prenant son image par G. Du coup, sur la partie rétro-transportée, que je redessine ici comme une partie de A, et ici de même l'intersection est une partie de l'union, là, et celle-ci est une partie. Du coup, ici, l'application F, évidemment, elle envoie le rouge sur le rouge et G envoie le rouge sur le rouge. Donc, j'ai ici des applications que je vais noter F tilde et G tilde, qui, elles, se suivent bien et que je peux donc composer. Oui. Bon, et c'est ce composé, ce vrai composé de F tilde suivi de G tilde, c'est celui-là que j'appelle le pseudo-composé de F et G. D'accord. Donc, le pseudo-composé de F qui va de A dans B et de G qui va de C dans D, bah, c'est une certaine application qui va de ce truc-là à gauche, de F-1 de B inter C, dans G de B inter C. Voilà. Voilà, ça c'est le pseudo-composé. Alors, ça c'est très important pour toute la journée. Hein. Alors, ce pseudo-composé va permettre d'éliminer des petites phrases du genre, si jamais le composé, vous avez vu dans les germes de groupe de Lie ou de différents exemples, si jamais le composé est défini, alors on a telle chose. Bon, là, il n'y a plus besoin de le dire, on écrit le pseudo-composé, on remplace une loi partielle par une loi totale. La loi partielle, ce serait de composer F uniquement avec des flèches qui partent de B vers quelque chose. Un F avec un G' qui partirait de B vers un C', disons. Alors, à ce moment-là, je pourrais bien les composer directement, mais du coup, je ne pourrais composer F qu'avec des flèches qui partent de B. Donc, c'est pour ça que la loi est partielle. Elle est partiellement définie, la loi de composition, quand on fait ça. C'est des applications partielles et leur composition est partielle. Là, maintenant, on a toujours les mêmes applications partielles, mais là, maintenant, on en a une composition totale. Vous voyez? Bon, ça va, il n'y a pas de commentaire là-dessus. Hein. Et l'axiome de localisation, on ne le voit pas là? Ou c'est quoi là? Non, ce n'est pas dans le pseudo-groupe, c'est dans la notion de variété. C'est la notion de structure locale qu'on aura à la localisation. Ah oui, pardon, excuse-moi. Mais ici, il y a la notion d'union quand même. Hein. Oui. Alors maintenant, là, on va avoir la notion d'espèce de structure locale que vous avez là. Elle est complète, si vous voulez, avec l'axiome de recollement, l'axiome d'induction. Alors, je vais vous expliquer ça. Espèce de structure locale. Alors, d'abord, il y a cette notion d'espèce de structure en général. Bon, vous savez ce que c'est une topologie sur un ensemble, vous savez ce que c'est qu'un groupe sur un ensemble, vous savez ce que c'est toutes les structures que vous connaissez sur un ensemble de. Bon, il y a une manière qui a d'ailleurs été reprise, peut-être à l'initiative d'Erasmus, je ne sais pas, dans Bourbaki, de définir ça dans un seul processus, c'est de dire, voilà, c'est ce que j'explique ici. En tous les cas, ça, il l'explique dans l'article, dans le texte de Rio. Hein. Pour tout ensemble E, on suppose qu'on se donne une loi qui permet de fabriquer un nouvel ensemble qu'on note M de E, à partir d'opérations qu'on peut réitérer, qui consistent, étant donné un ensemble X, à prendre l'ensemble des parties de X, étant donné deux ensembles X et Y, à en prendre le produit cartésien, les X et Y étant, au départ, soit l'ensemble E, soit des ensembles auxiliaires fixes, A, B, C. Donc, on peut faire, par exemple, les parties de X fois A.
des parties de x fois a, et ainsi de suite. D'accord? On fait ça. Et en plus, une fois qu'on a fait ça, on se donne, on a un certain M de E, eh bien, dans M de E, on se donne un certain sous-ensemble. Alors, je vous donne un exemple. Les topologies. Qu'est-ce que c'est qu'une topologie? Sur E, c'est facile. C'est, je prends les parties de E, je prends encore une fois les parties de E, et dans les parties de E, je me donne un élément. Donc, je me donne un ensemble, je me donne un élément, c'est-à-dire une famille de parties, et je ne vais retenir cet élément que si ça satisfait aux axiomes des ouverts, par exemple. Hein. Ça se tape par une non quelconque et intersection finie. Bon. Autrement dit, l'ensemble des topologies sur E, c'est un certain, l'ensemble de toutes les topologies sur E, c'est un certain sous-ensemble de quoi? Alors, chaque topologie, c'est un ensemble O rond, enfin, d'ouvert de E. Donc, chaque topologie est un sous-ensemble de P de E. D'accord? Donc, l'ensemble des topologies est lui-même, donc chaque O est un sous-ensemble de P de E. Non, excusez-moi, je suis bête. Chaque topologie est un élément de P de E. J'ai mal dit. Bon, je reprends. Une topologie, c'est un ensemble de parties, c'est-à-dire une partie des parties. Donc, c'est un élément de P de E. Donc, l'ensemble des topologies est une partie de P de E. D'accord? C'est ça mon M. On va le noter top de E. Le S, pardon, le S. Le M, c'est P de E, et le S, c'est les topologies sur E. Je ne vous ai pas trop mélangé, là? Bon, oui, non, mais… Je vais m'absenter encore une fois parce que là, il faudrait y faire pipi. On fait une pause pipi. Ça humanise le Zoom. Ouais. Ouais. Non. Voilà. Oh, écoute. Alors, donc, oui, alors je donnais ce schéma général des espèces de structures avec le foncteur partie et les produits, donc, permet de dire en général ce que c'est qu'une espèce de structure. Donc, par exemple, l'espèce de structure topologie sur E est donnée par un ensemble que je vais noter top de E, qui est contenu dans les parties des parties de E. D'accord ? Un autre exemple, c'est qu'est-ce que c'est qu'un groupe sur E? Un groupe, c'est une loi binaire. Une loi binaire, c'est donné par son graphe, qui est une application de E fois E vers E. Donc, le graphe lui-même est une partie de E fois E, de E cube. Donc, une structure de groupe, c'est un certain élément de partie de E cube. D'accord. Et donc, les structures de groupe, on voit un groupe de E, c'est un certain sous-ensemble de cet ensemble-là. Bon, oui, toutes les structures. C'est un procédé très grossier, très banal, hein. Mais c'est pour fixer les idées sur ce qu'on peut appeler une espèce de structure. Alors maintenant, les espèces de structures locales. C'est une espèce de structure comme précédemment définie, mais qui peut se décliner, se décrire en se donnant. On la note L comme locale. Hein. D'abord, sur un ensemble E, une structure de l'espèce L en question consiste premièrement à la donner sur E d'une topologie. Alors, j'ai noté petit s la structure, hein, donc je note petit s grand E l'ensemble et petit s la structure d'espèce grand L. Donc, il y a une topologie TS sur E. Deuxièmement, il y a, alors ça c'est vraiment important, il y a une loi d'induction. C'est-à-dire pour tout ouvert U de TS, il y a une structure qu'on va noter S restreint à U sur U, qui est d'espèce L sur U, et qui est dite induit par S. Alors, avec les trois conditions que je donne suivantes, c'est canonique, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est-à-dire, si j'ai une bijection de E à E', bah, tout se passe bien, c'est-à-dire que j'ai un transport de S restreint à U sur U vers S' restreint à U' sur U', avec
F de U égale U', etc. Voilà. Les bijections transportent les structures. Ça, c'est important. Ensuite, par contre, il y a la transitivité. La transitivité et le recollement. Alors là, je suis embêté, moi, parce que, à nouveau, je ne vois pas et j'ai besoin de voir. Donc, voilà. Transitivité. Alors, ce qui se passe, c'est que si je prends un ouvert de TS, je peux évidemment regarder la topologie induite sur U, TS inter U, c'est-à-dire les ouverts de U intersection, les ouverts de TS intersection avec U, et je dis que ça, c'est effectivement les ouverts de la structure induite. Et ensuite, le recollement, c'est le recollement comme vous avez certainement déjà, comme vous avez déjà vu dans le cas des faisceaux, le recollement, c'est si E' est une réunion de EI, qui sont toutes des structures, mais telles que la structure induite par SI sur l'intersection est égale à celle induite par SJ sur la même intersection, alors sur E', il y a une structure unique qui les recolle. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une espèce de structure locale. Le premier exemple d'espèce de structure locale, c'est les topologies elles-mêmes, évidemment. Il a donné tout court d'une topologie sur E, non, mais il faut le dire, parce que en quelque sorte, les topologies sont une espèce d'objet initial dans toutes les structures locales possibles. D'ailleurs, quand on a une structure locale, toute espèce de structure locale, on associe justement une topologie, c'est le premier axiome. On peut donc dire que les espèces de structures locales sont des espèces de structures au-dessus de l'espèce de structure topologique. Bon. Alors maintenant, il faut... Bon, je vais retourner à l'affichage entier. Ah non, c'est pas vrai. Il revient au début, lui. Non, on a déjà fait tout ça. C'est marrant de revoir tout ça. Bon. On a progressé quand même. Alors, donc voilà, vous avez compris la définition d'espèce de structure locale. Oui, enfin, mais ça paraît très formel comme ça, mais enfin, bon, vas-y, continue, oui. Enfin, Voilà, c'est-à-dire, en gros, ça veut dire que j'ai sur E une topologie, et puis j'ai une structure qui donne des structures induites avec des recollements. C'est pas très... Bon. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'une part la notion de pseudo-groupe et d'autre part la notion d'espèce de structure locale. D'accord ? Tu étais en 11 et là, tu es passé en 14, non, il me semble? Bon, c'est possible, peut-être que j'ai mal. Non, j'étais en 13. Non, pardon, excuse-moi, d'accord. Non, j'étais en 13, là. Et avant, tu as sauté pour ça. Alors, donc je suis maintenant à l'idée de faire un rapport entre les pseudo-groupes d'une part et les espèces de structures locales. Alors, je suis au numéro 14. Si j'ai une structure locale d'espèce L sur un ensemble E, alors je peux construire un pseudo-groupe de transformation, à savoir l'ensemble des automorphismes locaux de cette structure locale. Un automorphisme local de la structure locale, c'est un isomorphisme de la structure S restreint à U pour un certain U vers la structure S restreint à V vers un certain V. Oui. Le S restreint à U sur U, c'est une sorte de sous-structure, de sous-objet de SE. U est contenu dans E, V est contenu dans E. Comme vous aviez tout à l'heure un ensemble inerte avec rien dessus, et puis des parties A et B, puis des bijections, maintenant, au lieu d'avoir des parties d'un ensemble avec des bijections, vous avez des sous-structures définies sur des sous-espaces ouverts, UV, et puis des isomorphismes entre les sous-structures. Et ça constitue un pseudo-groupe de transformation, au sens des pseudo-groupes. Voilà. Maintenant, sur ce pseudo-groupe, on peut faire la composition par pseudo-produit, mais on peut aussi faire une composition stricte en les mettant vraiment bout à bout. C'est-à-dire, comme j'évoquais tout à l'heure, là, il y a le pseudo-produit, mais j'ai dit aussi on peut faire le composé de F avec un truc qui suit. Bon. Donc maintenant, on est toujours dans ce schéma, mais maintenant A, B, D ne sont plus des ensembles, mais ce sont des trucs du genre, ici, par exemple, c'est S restreint à U, U, ici, c'est S restreint à V, V.
c'est-à-dire c'est les structures induites sur des ouverts. Hein. Voilà. Alors, et on peut donc les composer, on peut composer le F avec un truc qui fait suite. Mais comme ce sont des bijections F et le G' qui tomberait pile poil, quand je les compose, c'est encore une bijection, je peux composer les inverses, et donc on est à ce moment-là non plus avec un pseudo-groupe, avec notamment cette loi, mais on est avec un groupoïde, c'est-à-dire ça forme une catégorie, une vraie catégorie, mais dont toutes les flèches sont inversibles. Et c'est un phénomène qu'on avait déjà ici, bien sûr. Hein. Simplement, maintenant, c'est en quelque sorte structuré par le fait que ça porte des structures d'une espèce donnée. Donc, du coup, on obtient un groupoïde. Et de plus, ce groupoïde est ordonné. Alors, je reviens à l'exemple que j'avais fait là. Vous voyez ici, j'ai une espèce d'ordre que vous voyez. Par exemple, la flèche F tilde, comme elle est sur une partie de A et va dans une partie de B, je peux dire que F tilde est plus petit ou est une restriction de F, ou plus petit. Donc, j'ai un ordre sur ces flèches. F tilde est plus petit que F, G tilde est plus petit que G. D'accord? Eh bien, j'ai la même chose, évidemment, quand je travaille directement sur des structures locales générales. Hein. Donc, à partir d'une d'une structure locale d'une espèce donnée, je peux fabriquer quelque chose qui est aussi bien un pseudo-groupe de transformation avec le pseudo-produit, ou bien un groupoïde ordonné. Alors, c'est dans la suite des travaux dont va nous parler André plus tard, ce sera plutôt le point de vue groupoïde ordonné qui sera au départ. Hein. Non. Mais, non, pas. Ah non, André, tu pas vas. Tout à fait. Pas tout à fait. Bon. Différent. Bon, d'accord. Alors, par contre, le point de vue, comment dire, le rapport entre le point de vue groupoïde ordonné, pseudo-groupe et d'autres choses encore, je l'examinerai dans l'après-midi, hein, avec ce qu'on appelle les semi-groupes inverses. Bon. Et c'est là qu'on verra aussi un certain rapport avec les topos. Hein. Bon, faut laisser ça pour l'instant. Alors, mais excusez-moi d'avoir pas bien dit excuse-moi André d'avoir mal dit ce que tu vas faire. Alors, maintenant, il y a la question des atlas. Si j'ai deux structures locales de même espèce, on va dire ce que c'est qu'un isomorphisme local ou une carte locale de SE vers S''. Une carte d'une structure locale vers une autre. C'est la donnée d'un ouvert de E, une bijection F de cet ouvert vers un ouvert de E', qui détermine un isomorphisme de S restreint à U vers S' restreint à U'. C'est un isomorphisme, on va appeler ça un isomorphisme local ou une carte locale d'une structure locale vers une autre. Et donc maintenant, on peut dire ce que c'est qu'un atlas d'une structure locale, toujours en étant dans la même espèce, hein, un atlas de SE vers S', c'est simplement un ensemble de cartes locales dont les buts recouvrent E'. Voilà. Et s'il existe un tel atlas, SE et S'' sont dits localement isomorphes, et l'atlas constitue, et notamment, voilà, ici par contre, on peut parler d'un atlas complet en quelque sorte directement. L'atlas constitué de toutes les cartes locales de SE sur S'' est nommé un atlas complet de SE sur S''. Voilà. Donc, on se sert, si vous voulez, maintenant de l'idée d'atlas pour faire une sorte de comparaison locale. Un atlas est comme un morphisme local, c'est un vrai morphisme, mais local entre deux structures locales d'une espèce donnée. Hein, c'est ça. Alors, si SE est une structure locale d'espèce L et gamma l'ensemble des automorphismes locaux de SE, voilà, alors les automorphismes locaux de SE, c'est donc, si on les considère tous, ça forme donc un atlas de SE vers lui-même. Hein. Alors, gamma un ensemble des automorphismes locaux de SE et A un ensemble de bijections de U vers un ensemble E'.
compatible avec gamma, c'est-à-dire tel que pour tout f et f' de A, le changement de carte f'-1f soit élément de gamma, et tel que l'union de fu pour f de u dans f de u' recouvre E'. Alors, ouf, en transportant localement S, on détermine S' sur E' d'espèce L. Voilà. Donc, vous voyez, on met en scène, d'une part, le jeu avec les pseudo-groupes de transformation, on va dire, un peu abstraits, enfin, en oubliant qu'ils servent à définir des variétés, si vous voulez, pour l'instant, et d'autre part, cette idée des structures locales dans lesquelles, effectivement, il y a bien les axiomes d'induction et de restriction d'induction. Attends, c'est quoi le transport local, là, ce que tu appelles transport? C'est en transport localement, tu appelles transport le… Alors, ce qu'on fait, c'est que la structure sur S qu'on a petit s, on peut la restreindre à un U, ça fait S restreint à U, Oui, on la transporte par une bijection de U vers un U'. Oui, d'accord, c'est une bijection, quoi, ton transport, d'accord. Oui, et puis une fois, oui, mais on a transporté qu'un morceau de S, le morceau restreint à U. Donc, tous les morceaux restreints à U qui est en bijection avec un élément là-bas, dans E', ça nous donne quelque chose sur E'. Et après, toutes ces structures qu'on a sur des morceaux de E', on peut les recoller. Et ça fait le S', grâce aux axiomes de recollement. Alors, atlas complet, espèce de structure locale associée à un pseudogroupe, exemple. Si gamma est un pseudogroupe défini sur E, un atlas A compatible avec gamma de E' détermine sur E' une structure associée à gamma. L'espèce des structures sur des ensembles primes ainsi associés à gamma est une espèce de structure locale. Alors, vous voyez, là, c'est autre chose. Je pars d'un pseudogroupe et à partir de là, je vais définir une certaine espèce de structure locale qui est donc associée au pseudogroupe. Chaque fois que je me donne un atlas A compatible avec gamma, qui va de E vers E', ça détermine sur E' une structure qu'on va dire associée à gamma. Et l'espèce des structures sur des ensembles primes ainsi associées à gamma, donc la structure, c'est la donnée c'est pratiquement la donnée de l'atlas, hein, et qui transporte la structure, qui transporte en certain sens une sorte de… Non, ça ne transporte rien. J'ai un pseudogroupe sur E. Et puis l'atlas, alors je vais donner l'exemple après. Et puis l'espèce des structures sur les ensembles primes qui sont associés à gamma, c'est en fait une espèce de structure locale au sens général qu'on a donné au début, mais c'est un cas particulier parce que c'est défini à partir d'un pseudogroupe. Bon, maintenant, en fait, puisque l'atlas est contenu dans un atlas maximal, qui est un atlas complet engendré par A, du coup, on peut dire que c'est cet atlas complet qui est la structure locale sur E de type associé à gamma. Maintenant, la structure en particulier, je peux faire, comme je suis parti de gamma qui est pseudogroupe sur E, si je me donne un atlas complet de E vers E, compatible avec gamma, ça me fait une structure associée à gamma, mais en fait, son pseudo-groupe d'automorphisme, c'est gamma. Vous voyez, il y a une espèce de point fixe. Alors, premier exemple, parce que là on est dans des définitions. Tout ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est juste le jeu entre les automorphismes locaux et les structures locales qui est décrit. Hein. Premier exemple. Si G est un groupe d'automorphismes d'un espace topologique, je prends G un groupe d'automorphismes d'un espace topologique. Je prends les restrictions aux ouverts de E des transformations qui appartiennent à G. Ça forme un pseudo-groupe, gamma. Un pseudo-groupe des restrictions aux ouverts de l'espace E des transformations du groupe d'automorphismes donné. Ça fait des automorphismes locaux. Bon. Ça forme un pseudo-groupe. Et maintenant, une structure associée à ce gamma, il manque gamma ici, c'est une structure qu'on va dire structure d'espace localement équivalent à E.
vis-à-vis de la structure définie par G. Alors, ce procédé, justement, ce truc-là, dans la notice sur ses travaux, Erasmus le décrit comme ça, et il dit, dans le fond, quand si on fait ça, on retrouve ce que j'avais fait en 37, donc il y a très longtemps, à ce moment-là, pour définir les espaces localement homogènes. Vous voyez, il y a du lien entre, là on voit un lien entre cette définition générale des pseudo-groupes et des structures locales avec des travaux où la même chose était faite en quelque sorte de manière plus implicite, mais déjà effectivement faite en 37. Alors, voilà maintenant des exemples plus riches. Ça va nous terminer. Exemple. Alors, premier exemple, la notion d'espace étalé. C'est la notion de faisceau, tout simplement. Donc, un faisceau, détermine donc on va pouvoir déterminer les faisceaux sur un espace topologique en tant que des structures locales. Alors, je pars de P, de E' dans E, une application continue. Alors, on dit que P étale E' sur E ou est un étalement de E' sur E si tout point de E' a un voisinage ouvert tel que la restriction U', disons, tel que la restriction P restreint à U' de P à U', soit un homéomorphisme de U' sur un ouvert U de E. C'est ça. Bon. Alors, si vous avez un jour ouvert le livre de Godman sur les faisceaux, vous voyez qu'il y a tout un petit travail pour montrer l'équivalence entre la donnée d'un espace étalé sur X, X étant un espace, et les faisceaux sur X. Bon. Alors, je parle d'un espace étalé comme ça, ce qui veut dire, donc, comme je viens de le dire, c'est un peu la même chose qu'un faisceau sur E. Alors, si donc maintenant, il faut qu'on voit cette donnée, il faut qu'on la voie comme une structure locale associée à un pseudo-groupe, au sens qu'on vient de définir avant. Hein. René, Oui. juste, Oui. pas pour te faire peur, mais juste pour te dire qu'il est 12h26. Je ne sais pas comment après avec André, vous… Ah bon? Oui, c'est… Ah bon? J'ai pratiquement terminé dans 5 minutes, mais bon. Ok, très bien. Non, mais c'est juste pour te l'indiquer, Non, parce que parfois, c'est pas il va y facile. avoir pas mal de rapports entre les deux choses, puisque moi, je vais reprendre justement sur les Oui. espèces structures locales, effectivement. Bon. Il faudrait quand même que je puisse parler bientôt. Ouais. Alors, d'accord. Je vais juste dire ici, si on prend gamma E, le pseudo-groupe des applications identiques des ouverts de E, hein, les applications, donc je prends uniquement les ouverts de E, puis les seules applications du pseudo-groupe que je prends, c'est l'identité de U vers U si U est un ouvert de E. C'est un pseudo-groupe assez trivial, mais c'est un pseudo-groupe, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, la donnée d'un espace étalé, E' sur E, c'est la même chose qu'un atlas complet compatible avec ce gamma vers E'. Ça veut donc dire que les faisceaux sur X sont effectivement des structures locales d'un certain type, à savoir du type gamma E sur X. Bon, ça, c'est qu'un exemple de départ. Mais ça, histoire de voir que cette notion générale contient évidemment la notion de faisceau. Mais on a aussi les structures feuilletées, les fibrations. C'est pareil, si il y a une opération avec des groupes, une opération qui est assez intéressante. Si on prend, où je suis. Alors, si on prend, excusez-moi, voilà. Si on prend deux pseudo-groupes, gamma défini dans B et gamma prime défini dans F, on peut fabriquer un pseudo-groupe qui est une sorte de produit croisé des deux, gamma double parallèle gamma prime, ou parallèle gamma prime, qui est engendré par les transformations que je mets ici. XY donne Fx, Gxy, où F est dans gamma, bon, mais où G est tel que, et où G ici est tel que pour tout X, Gx soit dans gamma prime. Bon, alors, ça forme un nouveau pseudo-groupe. Et les structures associées sont les structures feuilletées, qu'a introduit Erasmus et avec Rive aussi. Enfin, si gamma prime est lui-même un groupe de transformation, on obtient les structures fibrées. Autre exemple, les variétés différenciables, variétés analytiques, variétés complexes, tout ça, ce sont des exemples. Et puis aussi même les variétés
abstraites de Weil, qui sont utilisées en géométrie algébrique, sont aussi des exemples. Donc, on a vraiment, justement, à peu près tout, quoi, comme exemple, toutes les structures où il y a du local, justement, c'est bien exprimé. Et je termine pour ce matin, c'est ce que j'avais prévu d'arrêter, mais c'est plus de temps que prévu. Je termine par ce dessin qui vous montre, parce qu'il y a d'autres exemples, il y a plein d'exemples de fibrés, bien sûr, qui sont donc des structures locales, comme on vient de dire, mais il y a notamment les fibrés de jet, les fibrés tangents. Alors, voilà le fibré tangent. Je suppose que j'ai une variété qui est définie par des U et des V. Donc, ici, je dessine les changements de carte. Hein. La variété X, elle est ici. Là, j'ai les U, les V, les changements de carte. Alors, si pour certains U, je fais le produit avec Rn, voilà, ici, j'ai U fois Rn. Je suppose que ma variété elle-même, ces U, ces V sont des parties de Rn. Mais je fais le produit avec Rn, donc ça me fait un truc ici qui est dans Rn fois Rn, qui est cette espèce de cylindre. Et là, un deuxième. Alors, quand j'ai une carte ici, F, eh bien, j'ai ici la carte F', où F', c'est la dérivation de F. Si je suppose ici que c'est une variété différenciable, ça veut dire que le F est différenciable. Ça veut dire que F', la dérivée, existe. La dérivée F', c'est comme vous savez, c'est une application qui, à chaque point X, associe la fonction qui a V, associe F' de X de V, qui est une application qui m'associe un de V, m'associe ce F' de X de V, qui est une application linéaire de Rn dans Rn. Là, ici, ce que j'ai mis en vert, c'est ce qu'on appellera la fibre. Hein. Voilà. Donc, vous voyez que grâce à la différenciabilité, c'est ce qui me permet de définir cette application-là. Et maintenant, je regarde ce qui est en haut ici, comme un pseudo-groupe, le pseudo-groupe de tous les F, F', où il y a donc un composé de F avec sa dérivée. Et bien, ce pseudo-groupe me définit l'espace tangent. Comment? L'espace X, en fait, et Reisman le dit très tôt, hein, mais l'espace X, c'est la limite inductive, c'est le recollement de tous ces UV, c'est-à-dire, si je considère le diagramme formé de tous les UV, etc., ça forme un diagramme dans les applications différenciables entre ouverts de Rn. Ce diagramme, je peux en prendre la limite dans les espaces topologiques, et c'est l'espace Cx. Eh bien, ici, je fais la même chose, c'est-à-dire, là, j'ai le X, limite inductive de ça. Maintenant, ce que j'ai construit ici avec ce nouveau pseudo-groupe, qui m'exprime les recollements et qui m'exprime ce qu'il faut identifier dans la limite, justement, eh bien, cette limite, c'est l'espace tangent global, comme espace topologique. Et évidemment, comme c'est une limite inductive ici, puis que j'ai ici des projections et un cône, j'ai évidemment une flèche ici qui est la projection du tangence de X sur X. Voilà. Donc, on construit le fibré tangent, en fait, par recollement des fibrés tangents locaux. Hein, c'est pour ça que c'est un fibré localement trivial. Mais le recollement à l'aide de l'opération de différenciation, justement. On fait le F, d'où le F', et le F' définit les nouveaux recollements. Voilà. Je voulais vous montrer ça pour que vous compreniez comment, à partir de l'idée que tout se décrit avec des pseudo-groupes, des structures locales associées à des pseudo-groupes, hein, comme le local d'une variété ici, eh bien, à partir du moment où on peut opérer sur le pseudo-groupe pour en fabriquer un nouveau, eh bien, on définit des nouvelles structures locales associées à d'autres pseudo-groupes. Et c'est cette opération qui fait passer du premier au second qui est essentielle. C'est ce que Reisman fera avec le foncteur tangent, mais aussi avec les foncteurs jet. Alors, je m'arrête pour le temps. Voilà, ça c'est pour cet après-midi. Enfin, si on a le temps. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, René. Applaudissements nourris, comme on met en sous-titre. Oui, d'accord. Merci. C'est vrai que j'étais un peu bavard, mais je ne voulais pas du tout rentrer dans des détails techniques, mais essayer plutôt de faire sentir les choses, quoi. Oui. Non, mais la philosophie générale, entre guillemets, je crois que tu l'as fait sentir, oui. Là, le problème, c'est qu'il nous reste 20 minutes?
Non, en fait, il reste une demi-heure. Une demi-heure. Donc, moi, je vais commencer, puis Oui. je m'arrêterai beaucoup plus tôt et je mettrai. Et cet après-midi, c'est moi qui parlerai plus longtemps, puis c'est moi qui D'accord, bien. commence cet après-midi. Bah oui. Oui, pas de Oh problème. oui, pour moi c'est. Enfin, je m'excuse, excuse-moi André, hein, mais pour moi cet après-midi, il n'y a pas de problème, parce que ce que j'ai à raconter, je peux le. Ah oui, c'est Je ce peux, qu'on avait dit. Hein, on c'est s'était un peu ce entendu. qu'on avait dit, que si je faisais plus long,